Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mes prédictions pour cette nouvelle saison de Première Ligue. De base, la vidéo était censée la sortir la semaine dernière. Comme j'ai eu un petit souci au niveau de l'enregistrement, il y avait tout simplement pas le son qui avait été enregistré avec l'image. Donc j'ai dû retourner la vidéo, c'est pour ça qu'elle ne sort que cette semaine. J'ai essayé au maximum de pas tenir compte de ce qui s'est passé lors de la première journée pour faire mes prédictions. Je me suis basé uniquement sur ce qui s'est passé pendant le mercato cet été, les différents changements au niveau des clubs, les changements d'entraîneurs, etc. Donc voilà, petit changement aussi par rapport à la vidéo de la saison dernière. Au lieu de faire une vidéo de 45-50 minutes où je passe toutes les équipes en revue et où je donne mon avis sur les 20 clubs, là on va faire ça de façon un peu plus courte, un peu plus rapide. On va faire ça en 3 sections. Premièrement, on va faire une première section sur les 3 relégables, les 3 équipes que je vois descendre à l'issue de la saison. On fera une deuxième partie sur les places européennes, 7, 6 et 5. Et on terminera et bien évidemment par le top 4. Et en toute fin de vidéo, je vous mettrai une image avec mon classement final total où là vous verrez toutes les équipes. Mais voilà, par souci de rapidité, on passera le milieu de tableau cette année. Petit mot aussi avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à venir me follow sur TikTok les refs, je vous mets les liens juste ici. Je m'y suis enfin mis, j'ai posté le premier, donc voilà, n'hésitez pas, vous verrez des images que vous verrez pas forcément sur YouTube. Donc voilà, venez donner de la force, ça fait plaisir, et surtout pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir entamer la vidéo et on va commencer par la zone de relégation. Allez, on attaque cette vidéo en 20e position, l'équipe que je vois finir bonne dernière cette saison en Première Ligue. J'ai pas été très original, j'ai mis un promu, j'ai mis Sheffield. Pourquoi? Déjà, j'ai un énorme problème avec les équipes qui sont promues et qui vendent leurs meilleurs joueurs. Moi, sincèrement, je trouve que ça dénote d'un manque d'ambition assez grand en fait, tout simplement. Ça envoie pas le bon message et à l'équipe et aux supporters. Donc voilà, Sheffield a perdu deux de ses meilleurs éléments, si ce n'est les 2 meilleurs éléments de l'équipe, à savoir Iliman Ndiaye qui est parti du côté de Marseille et Sander Berge qui est parti du côté de Burnley. Donc voilà, pour moi c'est pas un bon message quand tu montes dans de vendre probablement tes 2 meilleurs joueurs tout simplement. Niveau arrivée, alors ils ont fait un coup pas mal. Il y a quelques jours, ils ont recruté Gustavo Hammer en provenance de Coventry, qui est un excellent joueur, qui était très bon l'an dernier en Championship, qui a grandement participé à la belle épopée de Coventry. Ça, pour le coup, c'est un coup intéressant. Maintenant, pour le reste du mercato, je suis vraiment pas fan. La seule vraie recrue notable à part lui, c'est Vini Souza, un Brésilien qui joue en Belgique. Je vais pas vous mentir, j'ai aucune idée de ce que ça vaut. Il est assez jeune. Est-ce qu'il va réussir à s'adapter à la Première Ligue rapidement? Je sais pas, ils l'ont payé je crois 12 ou 13 millions pour un mec relativement inconnu, ça reste un prix assez élevé. Sheffield a aussi recruté Auston Trusty, le défenseur américain d'Arsenal, qui était parti en prêt à Birmingham l'an dernier. Alors il avait fait une bonne saison en Championship pour le coup aussi, donc voilà. Maintenant clairement je trouve que l'équipe elle manque de qualité. Elle manque de qualité et surtout de profondeur en fait. Je pense qu'un club comme Sheffield, tu perds tes 2 meilleurs joueurs sur blessure dans la saison, ça devient vite un enfer. J'ai du mal à les voir faire beaucoup de coups cette année. Je trouve qu'il y a pas mal d'équipes qui vont être plus solides à domicile. Je les vois mal aller chercher des résultats dans un championnat aussi relevé que la Première Ligue à l'extérieur. Donc voilà. Je pense pas qu'ils finiront la saison à 10 points, qu'ils se fassent massacrer. Maintenant, je pense que pour le maintien, ça va faire trop juste. J'y crois pas des masses. Ils ont misé sur la continuité quand même, puisqu'ils ont gardé le même entraîneur. Ils ont gardé une grosse partie de l'effectif. Mais voilà, pour moi, en termes de qualité, ça va être trop juste cette année. Donc voilà, c'est pour ça que je les vois finir 20e. On enchaîne avec la 19e position, deuxième équipe qui pour moi va descendre cette année, un autre promu. Cette fois-ci on retrouve Luton Town. Alors c'est un poil mieux que Sheffield, j'ai envie de dire, ce qui s'est fait sur le mercato côté Luton. Mais le problème c'est que pour moi ils n'ont pas construit une équipe capable de se maintenir en Première Ligue. Ils ont construit une équipe capable de remonter immédiatement en Première Ligue au cas où ils descendraient cette année. Alors comme j'ai dit, ça reste mieux que Sheffield, mais je pense qu'en termes de qualité, ça risque d'être un peu short aussi. Preuve en est, ils se sont fait complètement éclater lors de la première journée à Brighton. Alors vous allez me dire, jouer Brighton, une équipe qui était en très grande forme l'an dernier, lors de la première journée, c'est pas forcément un cadeau non plus. Mais voilà, le fait est que ça reste un peu short pour moi en termes de qualité. Niveau recrutement, c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait, comme j'ai dit, pour
pour l'idée de bâtir une équipe capable de remonter immédiatement, c'est pas horrible. Ils sont allés chercher des joueurs libres, je pense à Ross Barkley par exemple, pour apporter de l'expérience. Ross Barkley qui a joué de nombreux matchs en première ligue, soit avec Chelsea ou avec Everton. Ils sont allés chercher des bons joueurs de Championship, Tyce Chong en provenance de Birmingham, Tim Krul, le gardien très expérimenté de Norwich, Jacob Brown aussi, l'attaquant de Stoke City. Ils ont fait quelques bonnes pioches, je pense à Ryan Giles, le jeune latéral en provenance de Wolverhampton. Donc voilà, dans l'ensemble le recrutement est vraiment pas dégueu, c'est même assez intéressant, mais comme je l'ai dit, c'est plus un recrutement qui est fait pour performer en Championship que pour se maintenir en Première Ligue. Moi c'est le seul petit bémol que je mettrais du côté de Luton cet été. Même point que pour Sheffield, ils ont gardé le même entraîneur, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que Rob Edwards va pouvoir faire en Première Ligue. C'est un très jeune entraîneur, ça va être intéressant de voir comment il va essayer de s'en sortir et de s'adapter tactiquement, mais voilà, sur la longueur d'une saison, je pense pas que Luton ait les armes pour se maintenir. Alors contrairement à Sheffield, je pense qu'ils vont avoir un peu plus de facilité à gratter des points à domicile. C'est jamais simple d'aller jouer à Kenilworth Road, c'est un tout petit stade, il y a à peine 10 000 ou 11 000 spectateurs qui vont être à fond derrière l'équipe. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de grosses équipes qui vont être un peu surprises, un peu choquées en allant jouer là-haut et qui vont pas forcément être en capacité de développer leur meilleur football. Donc voilà, va vraiment falloir, si Luton veut se maintenir, qu'ils aient le meilleur record possible à domicile et aller gratter, faire quelques coups à l'extérieur. Un peu à l'image de ce que Forest a fait l'an dernier. Voilà, ça s'est maintenu sur le fil en étant très bon à domicile, plus que moyen à l'extérieur, mais voilà, faudrait que Luton réussisse à répliquer un peu ce modèle-là pour pouvoir s'en sortir. Maintenant, pour moi, je pense que ça sera un petit peu short. Donc voilà, 19e place, Luton Town. Allez, on enchaîne avec la 18e place, dernier relégat pour moi cette saison. J'ai mis Wolverhampton. Je pense que ça va être une saison cauchemardesque, honnêtement. Déjà financièrement, le club est plus que dans une situation précaire. Ça fait quelques saisons que c'est vraiment pas la joie, mais là ça devient de pire en pire. Il y a aussi un élément qui trompe pas, c'est que quand ton coach démissionne à 3 jours de la reprise du championnat, c'est bien qu'il y a des soucis au club. Donc voilà, Rulen Lopetegui s'est en allé, il a été remplacé par Gary O'Neill. Alors paradoxalement, je pense que les Wolves ont plus de chances de se maintenir en étant coachés par Gary O'Neill que par Lopetegui. Je pense que c'est un coach qui est plus fait pour une lutte pour le maintien que l'entraîneur espagnol. Maintenant, sur le marché des transferts, ça me convient. Enfin, je suis absolument pas convaincu par tous les mouvements qui ont été réalisés. Déjà en termes d'arrivée, il y a quasiment aucune vraie recrue, puisque les 3 seules recrues majeures, c'est des joueurs qui étaient en prêt l'an dernier avec des options d'achat. Je pense à Mateusz Cunha, je pense à Boubacar Traoré par exemple. En termes de départ, il y a beaucoup de monde qui est parti et on va dire la colonne vertébrale de l'équipe. Connor Cody et Nathan Collins, les 2 défenseurs centraux, sont partis. Un à Leicester, l'autre à Brentford. Ruben Neves est parti signer en Arabie Saoudite pour une montagne d'argent. Raúl Jiménez, l'attaquant mexicain des Wolves, qui était, on va dire, même si ça devenait plus compliqué ces 2 dernières saisons, leur principale menace devant les buts, a signé du côté de Fulham. Donc voilà, vraiment pas convaincu par le mercato des Wolves. Je trouve que l'équipe s'est quand même pas mal affaiblie. Ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que va donner le jeune Fabio Silva, qui était prêté au PSV l'an dernier. Il est de retour de prêt, donc voilà, c'est intéressant de voir s'il va réussir à faire sa place. C'est un joueur qui est extrêmement talentueux. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à s'imposer en Première Ligue? Ça, c'est toute une autre question. Je vais pas vous mentir, j'avais pas mal hésité entre mettre Wolverhampton et Forest pour cette dernière place de relégat, parce que je pense que Forest va vraiment pas mal galérer aussi cette année. Ça va être plus dur que l'an dernier pour eux, mais voilà. J'ai décidé de mettre Wolverhampton parce que pour moi l'effectif global manque de qualité. L'effectif s'est pas mal affaibli cet été, et puis financièrement, vu la situation dans laquelle est le club, pour moi il y a tout qui est fait pour que la saison parte en cacahuète. Donc voilà pour ma zone de relégation, les refs. Wolverhampton 18e, Luton Town 19e et Sheffield 20e. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir passer aux places européennes. Allez, on va partir pour les places européennes. Alors, je vais pas vous mentir, avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence qui va arriver à partir de la saison prochaine, je sais pas exactement quelles vont être les places qualificatives attribuées à la Première Ligue. Ce que je sais, c'est que théoriquement, la 5e place cette année devrait être qualificative directement pour la Ligue des Champions. Maintenant, qu'adviendra-t-il des places 6 et 7? Est-ce que les clubs anglais vont toujours pouvoir participer à la Ligue Europa et à la Ligue Conférence? Ça, je sais pas, mais pour
pour le souci de cette vidéo, on va partir du principe que les places 6 et 7 seront quand même qualificatives pour les coupes européennes. À la 7e place de mon classement, on retrouve Brighton. Pour moi, ils vont chuter d'une place par rapport à la saison dernière. Alors, pas que je crois plus en l'effectif, en De Zerbi ou quoi, mais voilà, ils ont quand même perdu des éléments majeurs de leur équipe cet été, à savoir Caicedo qui a signé à Chelsea pour un montant record dans l'histoire du foot britannique et McAllister qui a signé à Liverpool. Ça reste quand même de grosses pertes, hein. C'était deux titulaires indiscutables au milieu de terrain des Seagulls. Maintenant, je trouve qu'ils ont été plutôt pas mal remplacés, et comme Brighton l'a fait assez tôt, je trouve que c'est pas trop mal, parce que les joueurs qui sont arrivés ont eu toute la pré-saison pour pouvoir s'adapter. Qui est-ce qu'ils ont recruté pour remplacer ces deux joueurs-là? Tout d'abord Mahmoud Daoud et ensuite James Milner. Je trouve que c'est deux bonnes recrues, ça apporte de la technique, du jeu, et surtout côté James Milner, beaucoup d'expérience. Il a tout gagné, Première Ligue, Ligue des Champions. Il a beau avoir 37 ans, c'est encore un exemple sur le terrain. Il fait encore de très bons matchs. L'an dernier avec Liverpool, à chaque fois qu'il jouait, il était au niveau. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne pioche pour Brighton, sincèrement, et je pense qu'il va leur faire énormément de bien. Maintenant, devant, ils se sont pas mal renforcés aussi. L'arrivée de Joao Pedro en provenance de Watford, pour moi, c'est un énorme coup. Je pense qu'il va vraiment faire une très bonne saison. J'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il est très talentueux. Il est encore très jeune. Il a que 21 ou 22 ans, il me semble, Joao Pedro. Donc voilà, déjà en pré-saison, il s'est vraiment pas mal adapté. Il a même marqué d'ailleurs lors de la première journée de championnat contre Luton. Donc voilà, je pense que ça va être une très bonne pioche, et j'ai vraiment hâte de le voir jouer tout au long de la saison en Première Ligue. Derrière, ils se sont pas mal renforcés non plus. Un nouveau gardien est arrivé pour remplacer Marc Sanchez, qui lui est parti du côté de Chelsea également. Ils ont signé un jeune Belge, Bart Verbruggen. Alors, connaissant la qualité exceptionnelle des scouts de Brighton, je pense que s'ils sont allés chercher ce mec-là dans le championnat belge, c'est qu'il doit avoir un potentiel énorme. On sait qu'avec leur système de recrutement basé sur des datas extrêmement évolué, Brighton arrive toujours à réaliser des coups de malade. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que va donner ce jeune gardien. Et ils sont allés chercher aussi de l'expérience en recrutant Igor, le défenseur brésilien de la Fiorentina. Là pareil, pour moi c'est un très bon coup. C'est un défenseur qui a joué beaucoup de matchs européens. L'an dernier, il a fait finale de la Conference League avec la Fiorentina. C'est un titulaire indiscutable en Serie A, un des meilleurs défenseurs centrales du championnat pour moi. Donc voilà, ça apporte de la qualité, ça apporte de la profondeur, et je trouve que c'est une très bonne pioche pour Brighton. Donc voilà, je les vois finir 7e. Ils ont de quoi faire une très bonne saison. J'ai hâte de voir si De Zerbi va pouvoir continuer à mettre en place ce jeu flamboyant, et surtout j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à jongler entre le championnat et la Coupe d'Europe. Allez, on passe à la 6e place de mon classement et on retrouve Newcastle. Alors vous allez me dire, comment ça se fait que tu vois Newcastle passer de la 3e à la 6e place? Ça n'a rien à voir avec leur recrutement, que je trouve très intelligent honnêtement, mais plutôt avec le fait que j'ai du mal à les voir conjuguer la Ligue des Champions et le championnat. Pour moi, en termes de quantité, de profondeur d'effectifs, c'est encore un peu faible pour enchaîner les deux compétitions à un très bon niveau. Maintenant, on va quand même parler de leur recrutement, parce que j'ai dit qu'il était très intelligent. Ils sont allés chercher Sandro Tonali à Milan pour 70 millions, donc c'est une énorme recrue pour Newcastle. Il s'est adapté à merveille. Premier match de championnat, Newcastle a tarté Aston Villa 5-1 à domicile. Tonali a marqué, il a fait un super match, donc j'ai vraiment pas de soucis. Je me fais vraiment pas de soucis concernant son adaptation. Il a eu l'habitude de jouer la Ligue des Champions avec Milan, donc je pense qu'en Europe, ça va être un des joueurs les plus expérimentés. Ça va être un de ceux qui va montrer la voie à beaucoup de ses coéquipiers qui ont jamais connu la Coupe d'Europe. Ils sont allés chercher Harvey Barnes du côté de Leicester. Sur les ailes, ça fait le taf. C'est un joueur qui a déjà pas mal joué en Première Ligue, malgré le fait qu'il soit encore assez jeune. Il avait fait de très bons matchs, de très bonnes choses avec Leicester en Première Ligue, donc voilà, je pense qu'il aura zéro souci d'adaptation. Et ils sont allés chercher également Tino Livramento, un jeune latéral anglais à Southampton. C'est pareil, c'est un jeune très talentueux. Est-ce qu'il va réussir à s'imposer, à prendre la place de Dan Burn dans le système défensif mis en place par Eddie Howe? Je sais pas, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais voilà, ça reste une très bonne recrue. Côté départ, il n'y a pas vraiment de départ majeur à signaler, si ce n'est celui d'Alan Saint-Maximin en Arabie Saoudite. Bon, voilà, c'est un joueur de plus qui a que 26 ans et qui avait encore pas mal de belles années en Première Ligue et qui est parti en Arabie Saoudite.
Ça aide énormément Newcastle aussi parce que d'un point de vue fair play financier, fallait que le club vende. Donc voilà, au final, je pense que ça arrange le joueur et le club. Ça reste dommage de voir partir un artiste comme ça aussitôt en Arabie Saoudite. Donc voilà, comme j'ai dit, le fait que je vois Newcastle hors du top 4 cette année, ça n'a rien à voir avec leur effectif, rien à voir avec la qualité de l'effectif, mais plutôt avec la profondeur d'effectif. Je pense que ça va être un peu juste pour conjuguer les matchs le mercredi soir en Ligue des Champions et le dimanche en championnat. Donc voilà. Après, si Newcastle arrive à faire un bon parcours en Ligue des Champions, donc à savoir passer les phases de poule et à finir 6e en championnat, ça restera, je pense, une très bonne saison pour les Magpies. Donc voilà, je vois Newcastle finir 6e. 5e position maintenant et on retrouve Chelsea qui sort d'une saison absolument cataclysmique l'an dernier. 3 managers, une série horrible pour finir le championnat avec je crois une victoire en 7 ou 8 matchs. Enfin, voilà, c'était vraiment une saison à oublier pour Chelsea. Ils se sont quand même pas mal renforcés cet été, ils ont encore dépensé des centaines de millions. Alors, ils ont aussi perdu énormément de joueurs. Je vais pas tous pouvoir vous les citer parce qu'il y a tellement de joueurs qui sont partis qu'on ferait une section de 15 minutes juste sur Chelsea. Mais voilà, il y a 3 départs majeurs quand même, je trouve, du côté de Chelsea. Kai Havertz qui a signé à Arsenal, Mason Mount, enfant du club, qui a signé à United. Honnêtement, moi je comprends pas le fait qu'il l'ait laissé partir. Et enfin Kovacic qui a signé lui du côté de Manchester City. Maintenant, ils se sont pas mal renforcés en termes d'arrivée. Déjà à commencer par une doublette exceptionnelle qui arrive au milieu de terrain, Moïse Caicedo et Romeo Lavia. Je trouve que c'est 2 pioches absolument incroyables. Alors ils ont mis le prix, hein. Caicedo ils l'ont payé 115 millions, je crois que c'est record absolu dans l'histoire du foot anglais. Romeo Lavia ils ont lâché 55 millions et 5 de bonus je crois pour un jeune de 19 ans qui a fait 20 bons matchs en première ligue avec Southampton. Ça reste quand même assez exorbitant comme prix, mais voilà, c'est la loi du marché actuel. Tu fais une bonne demi-saison, tu vaux 50 millions. Le joueur a tellement de potentiel que s'il devient la superstar qu'il est presque censé devenir, j'ai envie de dire, d'ici 3 ou 4 ans, les 60 millions, ça ressemblera à un bargain quand même. Donc voilà. À noter aussi les arrivées de Nicolas Jackson en provenance de Villarreal, d'Axel Disasi en provenance de Monaco. Disasi qui a marqué pour son premier match avec Chelsea contre Liverpool lors de la première journée la semaine dernière. Et enfin aussi l'arrivée de Robert Sanchez pour pallier le départ de Kepa au Real Madrid. C'est pareil, je trouve même que tu gagnes, j'allais dire, tu perds pas en qualité, mais tu gagnes en qualité. Je suis vraiment pas un fan de Kepa. Pour moi, je trouve qu'il a jamais réussi à s'imposer vraiment à Chelsea. C'est pas un gardien titulaire qui peut te faire gagner la première ligue. Robert Sanchez, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Il a fait une excellente saison avec Brighton l'an dernier. Donc voilà, Chelsea s'est bien renforcé. Je pense que le principal changement quand même, c'est l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc. Chelsea qui sortait d'une fin de saison cataclysmique avec Frank Lampard. Voilà, Pochettino, même s'il a jamais rien gagné dans sa carrière avec Tottenham, ça reste un manager qui est prouvé au niveau Première Ligue. Il a fini plusieurs fois dans le top 4. Il a failli remporter la Première Ligue une fois même en 2016, il me semble, l'année où Leicester est champion. Donc voilà, je pense que ça va être une énorme différence. Je pense s'il y a bien un manager qui peut réussir à regrouper tout ça, à redonner un allant du côté de Chelsea, c'est bien lui. Honnêtement, je me fais pas de soucis de ce côté-là. Donc voilà, je pense que ça va être encore un poil short pour finir top 4 cette saison, parce que pour moi les 4 équipes qui sont devant sont encore vraiment un cran au-dessus de Chelsea. Maintenant voilà, je pense qu'il va pouvoir faire le taf, il va pouvoir guider Chelsea vers une 5e place. Et comme j'ai dit, comme cette année, je pense que la 5e place sera qualificative pour la Ligue des Champions. Au final, Chelsea s'en sortira très bien. Donc voilà, 5e de mon classement, j'ai mis Chelsea. Allez, on rentre enfin dans le top 4 les refs. À la 4e place de mon classement, comme l'année dernière, on retrouve Manchester United sur la continuité de ce qu'ils ont fait l'an dernier. D'ailleurs, mea culpa, Erik ten Hag, si jamais tu vois cette vidéo, mon ref, je croyais absolument pas en toi. Et le fait est qu'il a fait une très bonne première saison avec Manchester United. Il a récupéré une des pires équipes de United sur les 15 dernières années et il a réussi à les ramener dans le top 4 après un début de championnat plus que compliqué quand même. Donc voilà, c'est quand même important de noter le travail qui a été effectué. Je trouve que ce qu'ils ont fait sur le mercato cet été, c'est intelligent, ils sont bien renforcés. Premièrement, pour pallier le départ de Derrea qui était en fin de contrat, gardien emblématique du club, ils sont allés chercher pour moi un des 3 meilleurs gardiens du monde, à savoir André Onana, et pour une somme qui est quand même, alors ça, c'est cher, 55 millions pour un gardien,
Mais dans le marché actuel, un gardien qui te fait gagner autant de points, qui est aussi fort au jeu au pied, 55 millions, un peu comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo pour Romeo Lavia, ça peut devenir un bargain. Sincèrement, s'il s'impose dans les buts de United, qui continue à montrer le niveau qu'il a montré à l'Inter, sincèrement 55 millions dans 2-3 ans, on se dira que c'était pas tant que ça. Donc voilà, ils sont allés chercher Mason Mount du côté de Chelsea pour 65 millions, il me semble. Alors là pour le coup, comme j'ai dit, je comprends pas pourquoi Chelsea l'a laissé partir. Pour moi, un jeune qui vient de l'académie du club, qui fait sa place, qui est un des meilleurs joueurs dans ton effectif, c'est incompréhensible de le laisser partir chez un candidat direct au top 4. Mais voilà, tellement de joueurs à Chelsea qu'il fallait des départs. Ceux qui disent ouais, je sais pas comment Mount il va s'adapter à United, machin, nanan, c'est un titulaire en première ligue depuis 3 ans maintenant. Je vois absolument pas pourquoi il aurait un problème à s'adapter à United. Je pense qu'il va faire beaucoup de bien. Un double pivot devant la défense avec Casemiro et Mount dans le 4-2-3-1 de Ten Hag, pour moi c'est sincèrement c'est du très très lourd, c'est vraiment du très très lourd. T'as tout ce qu'il faut, t'as de la récupération de balles, t'as de la technique, t'as de la projection, t'as de l'impact physique. Enfin vraiment, pour moi c'est une très très bonne addition du côté de United. Et enfin, dernière recrue majeure, ils ont signé le jeune attaquant danois Rasmus Højlund en provenance de l'Atalanta, là pour 70 millions, ça fait très très cher aussi. Mais voilà, c'est un jeune qui a énormément de potentiel. Est-ce qu'il va réussir à s'imposer immédiatement en première ligue et à mettre 20-25 buts dès sa première saison? Je sais pas. Il lui faudra peut-être un petit temps d'adaptation, mais voilà, je pense qu'au final ça fera le taf et que ça sera au moins dans les années à venir et à long terme une très très bonne recrue pour United. Donc voilà, pour moi ils ont de quoi faire une très bonne saison. Ça va être intéressant de voir comment ils vont conjuguer les matchs de Ligue des Champions avec la Première Ligue. Est-ce qu'ils ont la profondeur d'effectifs nécessaire pour réussir à performer dans les deux compétitions? J'ai hâte de voir tout ça. En tout cas, je mets Manchester United 4e. Allez, 3e place de mon classement maintenant les refs, on se rapproche petit à petit de la fin. J'ai mis Liverpool qui est un peu à l'image de Chelsea, sort d'une saison plus que moyenne l'an dernier. Ils ont vraiment sous-performé pendant une grande majorité de la campagne de championnat. Ils se sont pas mal renforcés, honnêtement. Alors ils ont perdu aussi beaucoup de joueurs, hein, il faut le dire, notamment au milieu de terrain. On va dire il y a basically tout le milieu de terrain de Liverpool est parti. Jordan Henderson et Fabinho ont signé en Arabie Saoudite. Oxlade-Chamberlain a signé du côté de Beşiktaş. Naby Keita est parti également. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de joueurs au milieu. James Milner a signé à Brighton. Voilà, quasiment tout le milieu de terrain de Liverpool est parti. Devant, Firmino qui était en fin de contrat est parti en Arabie Saoudite aussi. Maintenant, côté arrivé, je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, mais pour moi il manque encore du monde. Alors ils sont allés chercher assez tôt durant le mercato McAllister du côté de Brighton et Szoboszlai du côté de Leipzig. Le fait qu'ils soient allés les chercher assez tôt et qu'ils aient eu toute la pré-saison pour s'intégrer au groupe, je trouve que ça c'est une chose assez positive. Maintenant il leur manque quand même au moins une recrue au milieu de terrain pour moi pour pouvoir être compétitif toute l'année, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Liverpool qui a quand même connu 2 dernières semaines assez agitées, puisqu'ils pensaient avoir réussi à choper leurs 2 targets principales au poste de numéro 6, à savoir Moïse Caicedo, puisqu'avant qu'il signe à Chelsea, c'est Liverpool qui avait fait la plus grosse offre à Brighton. Brighton a accepté, mais c'est le joueur qui a refusé d'aller à Liverpool pour signer à Chelsea, et rebelote 3 jours plus tard, même histoire avec Romeo Lavia. Liverpool s'était mis d'accord avec Brighton, le joueur a refusé, et finalement Chelsea est revenu avec une plus grosse offre par-dessus, et Romeo Lavia a signé chez les Blues. Donc voilà, il manque pour moi encore au moins un milieu de terrain du côté de Liverpool pour qu'ils aient une équipe vraiment complète. Devant, il n'y a aucun problème, c'est une attaque qui est capable de gagner la première ligue, hein. Salah, Diaz, Jota et Gakpo même, c'est du très très haut niveau. C'est une attaque qui est capable de te mettre 70-80 buts dans la saison, honnêtement. Maintenant, défensivement, c'est pareil, il va falloir que les cadres retrouvent un petit peu leur niveau d'il y a quelques saisons. Je pense notamment à Van Dijk ou à Alexander-Arnold, qui pour moi l'an dernier ont fait 2 saisons absolument catastrophiques, surtout Van Dijk, hein. C'était impressionnant de voir à quel point son niveau avait chuté l'an dernier. C'était vraiment par rapport au défenseur qui avait été élu meilleur défenseur central du monde 1 ou 2 ans auparavant. Il était méconnaissable, sincèrement. Alors après Alexander-Arnold, moi j'ai un petit peu de mal parce que un latéral qui sait pas défendre, moi ça me pose problème, même si offensivement il a une qualité de pied qui est assez exceptionnelle. Moi, un latéral qui sait pas défendre, comme j'ai dit, c'est vraiment compliqué, surtout en première ligue quand tu tombes tous les week-ends face à des ailiers d'un niveau assez exceptionnel.
Maintenant voilà, si on prend la valeur intrinsèque des joueurs, une défense Robertson, Van Dijk, Konaté et Alexander-Arnold, c'est complètement capable de lutter pour le titre, à condition que tout le monde soit à son meilleur niveau. Maintenant, si Liverpool avait l'idée de recruter un autre bon défenseur central en plus, je pense que ça leur ferait pas de mal. Donc voilà, j'ai toute confiance en Jürgen Klopp pour remettre le navire des Reds dans le bon sens, et je pense que cette saison, ils vont enfin répondre aux attentes et récupérer, et que ça va contraster vraiment avec la déception de l'an dernier. Donc voilà, je vois Liverpool finir 3e. On se rapproche de la fin les refs, on enchaîne avec la 2e place de mon classement. J'ai mis, petite surprise, Manchester City. Non, je ne vois pas Manchester City finir champion 4 saisons d'affilée. Honnêtement, il n'y a vraiment pas grand chose à dire du côté de City. Le mercato a été assez calme. Ils ont réalisé un énorme coup, c'est la signature de Josko Gvardiol, le jeune défenseur croate en provenance de Leipzig, pour une somme record pour un défenseur, je crois 90 millions d'euros il me semble. En termes de départ, les deux seuls vrais départs majeurs à noter sont ceux de Riyad Mahrez qui est parti signer en Arabie Saoudite, et d'Ilkay Gundogan qui lui a signé du côté du Barça. Je pense que la perte de Gundogan va faire un peu plus de mal que celle de Mahrez, parce qu'en fin de saison dernière, Gundogan c'était clairement le meilleur joueur de City. Il était ultra décisif, il était présent dans tous les gros rendez-vous, notamment en Ligue des Champions. Donc voilà. Maintenant, en termes de qualité, ils ont un effectif, même si jusqu'à la fin du mercato ils font plus aucune recrue, sincèrement ils ont encore la qualité pour regagner à nouveau et le championnat et la Ligue des Champions. Devant, il y a toujours autant de profondeur de choix. Bernardo Silva, Grealish, Haaland, Cole Palmer, Alvarez. C'est vraiment, ils ont vraiment un effectif de fou furieux. Alors pourquoi je les mets deuxième? C'est plus parce que j'ai envie qu'Arsenal soit champion plutôt que parce que je crois au fait qu'on peut l'être, même si honnêtement je pense que ça peut être le cas. Mais voilà, je pense que Manchester City, après un triplé historique l'an dernier, on va dire que s'il y a bien une saison où il peut avoir une légère baisse de forme en championnat, ce sera cette année. Maintenant, voilà, s'ils gagnent à nouveau le championnat et la Ligue des Champions, s'ils refont tripler cette année, ce sera une surprise pour personne, honnêtement, sincèrement. Donc voilà, il n'y a vraiment pas des masses de choses à dire du côté de City. L'effectif est resté quasiment le même. Ils ont ajouté une très grosse pièce. C'est un peu ce qu'ils font, un peu leur mode opératoire sur le marché des transferts depuis 1 ou 2 ans maintenant. Ils ont une équipe complète et chaque été ils rajoutent 1 ou 2 gros joueurs. Mais voilà, ils n'ont plus besoin de recruter comme Chelsea 6, 7 ou 8 joueurs à chaque mercato. Donc voilà, c'est l'avantage d'avoir des gens qui travaillent bien et qui savent construire un effectif. Donc voilà, comme je dis, je ne vais pas énormément m'étaler sur City, étant donné que l'effectif n'a pas changé, qui sont toujours à l'heure actuelle la meilleure équipe du monde, mais je les vois finir 2e cette saison. Et donc voilà, on arrive à la fin les refs, vous en doutez, si j'ai mis City 2e, c'est que je vois Arsenal, mon club, finir champion cette saison. J'ai envie qu'on soit champion, sincèrement. On a clairement l'effectif pour le faire. On s'est très bien renforcé cet été. Premièrement en signant Declan Rice pour un montant record qui n'aura duré que 15 jours, la signature de Caicedo à Chelsea. Mais voilà, l'arrivée de Declan Rice, honnêtement, ça apporte énormément de possibilités au milieu de terrain côté Arsenal. C'est une upgrade considérable comparé à Granit Xhaka qui lui est parti, même si j'ai énormément de respect pour Xhaka et pour ce qu'il a fait au club. Voilà, Declan Rice, c'est un des 3, voire c'est un des 3 meilleurs milieux de terrain du monde, on peut le dire. Donc l'avoir dans ton équipe, même s'il faut débourser 100 millions, voilà, pour les joueurs de ce talent-là, il faut mettre l'argent. On s'est aussi très bien renforcé dans les autres secteurs de jeu, à savoir Kai Havertz qui peut jouer à plusieurs postes, Jurrien Timber qui malheureusement, le seum s'est fait les croiser lors de la première journée. Ça reste un énorme coup dur parce que ça a été clairement le meilleur joueur d'Arsenal lors de la pré-saison. Il avait montré de très bonnes choses. J'étais allé les voir jouer contre Monaco à l'Emirates le 2 août. Et c'est un joueur qui est impressionnant, sincèrement, techniquement, avec le ballon, sans ballon, offensivement, défensivement, il sait tout faire. En plus, pour un prix qui dans le marché actuel, 40 millions d'euros, c'est plus que raisonnable. Sincèrement, je voyais déjà être la recrue de l'année en Première Ligue. Malheureusement, on ne le saura jamais parce qu'il s'est fait les croiser. Donc là, je pense que c'est out pour toute la saison. Ça m'étonnerait vraiment qu'on le revoie cette année. Donc voilà. On a aussi signé ces derniers jours David Raya, l'ancien portier de Brentford. Alors, c'est pas une signature définitive pour l'instant, c'est un prépayant avec option d'achat, donc je crois que c'est 3 000
millions la saison, avec une option d'achat à 27 millions qui, selon toute vraisemblance, devrait être levée en fin de saison. Honnêtement, je pense que c'est une signature bien plus importante que ce que beaucoup de gens et beaucoup de fans d'Arsenal veulent bien croire. Je pense même, si je devais prendre les paris, que ce sera lui le gardien titulaire d'Arsenal au fur et à mesure de la saison. Je pense qu'il va prendre la place petit à petit de Ramsdale. Alors, j'adore Ramsdale, c'est un très très bon gardien. L'an dernier, il nous a fait gagner beaucoup de points. Il nous en a aussi fait perdre, il nous a pondu quand même 2-3 stinkers en fin de saison qui étaient quand même pas trop les bienvenus, mais voilà. On se rend pas compte, parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de monde qui regarde souvent Brentford jouer, on se rend pas compte de la qualité de jeu au pied de David Raya. Ramsdale est un très bon gardien en termes de jeu au pied, David Raya est encore meilleur. Et je pense que l'avoir dans les buts, ça peut nous ouvrir pas mal de possibilités dans le jeu, sincèrement. Et en tant que gardien sur sa ligne, dans les sorties et tout, il n'a pas grand chose à envier à Ramsdale. Donc voilà, je pense que c'est une très très bonne recrue. Je pense que petit à petit, il va prendre cette place de titulaire dans les buts. Et voilà, comme j'ai dit, je pense qu'il va surprendre pas mal de monde. Alors j'avais fait une vidéo spéciale sur le mercato d'Arsenal, je vous la remets juste ici si jamais vous voulez aller la voir. Je ne vais pas m'étendre des heures et des heures sur l'effectif et les coûts réalisés cet été, comme j'avais fait une vidéo exprès sur ce sujet-là. Maintenant voilà, je pense qu'on a, contrairement à l'an dernier où il nous manquait clairement de profondeur d'effectif, et c'est pour ça qu'en fin de saison on a chuté, je pense que cette année on a la profondeur d'effectif nécessaire pour enchaîner les matchs de Ligue des Champions et les matchs de championnat à un très bon niveau. Je pense qu'on a l'équipe capable d'aller au bout en championnat, sincèrement. Je pense qu'on est l'équipe la mieux placée actuellement pour rivaliser avec Manchester City et être champion. Maintenant, il va falloir continuer sur la même lancée que l'an dernier. Il va falloir gratter autant de points possibles à domicile. Il va réussir à falloir abattre Manchester City. L'an dernier, on a perdu 2 fois contre eux en championnat. C'est aussi sur les matchs-là, les confrontations directes que ça s'est joué. Donc voilà, je pense qu'on peut aller au bout. Ça va être intéressant de voir comment Arteta va jongler au niveau effectif entre la Ligue des Champions et le championnat. Ça va être intéressant de voir si on va réussir à passer la première phase de poule de Ligue des Champions sans y laisser trop de plumes physiquement. Voilà, moi je crois en l'équipe, je pense qu'on a la capacité pour être champion, je pense qu'on peut l'être, je prie, j'espère de tout cœur vraiment qu'on le soit. Honnêtement, ça va bientôt faire 20 ans que je supporte Arsenal, j'ai jamais connu cette joie d'être champion d'Angleterre, donc voilà, j'espère, je croise les doigts pour que ce soit pour cette année. Donc voilà, en tout cas c'était tout pour mes prédictions de cette saison de Premier League. Comme j'ai dit, j'ai essayé de faire un petit peu plus court que l'an dernier. Maintenant je vais vous afficher mon classement global avec les 20 équipes, comme ça vous pourrez voir à quelle position j'ai mis chaque équipe. Maintenant que je vous ai dit tout ça les refs, je vous redis une dernière fois si jamais c'est pas fait, d'aller vous abonner à mon TikTok, je m'y suis enfin mis, donc voilà, allez donner de la force, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et en attendant qu'on se retrouve pour de nouvelles vidéos, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.